Donc la transition vers l'Ouest que j'aimerais faire, j'aimerais qu'on en parle en parlant des trois formations qui se retrouvent comme leaders de division, autant dans l'Est que dans l'Ouest. C'est des phénomènes qui sont assez inexplicables cette année, où est-ce qu'on retrouve les Sénateurs d'Ottawa, les Thrashers d'Atlanta, les Devils du New Jersey. Les Devils, c'est une excellente formation. Oui. En fait, les trois formations ont été très bien bâties, mais c'est pas nécessairement l'année auquel on s'attendait à les retrouver Non. comme leaders de division. Dans l'Ouest, c'est exactement la même chose qui se produit, c'est-à-dire que les Blackhawks de Chicago, les Coyotes de Phoenix et le Wild du Minnesota se retrouvent leaders de division. Ça aussi, c'est quand même assez inusité comme positionnement au classement. Ça reste des équipes, elles aussi, qui sont très bien bâties. Mais c'est à tout le moins surprenant. Oui, c'est surprenant. Et d'autant plus que dans l'Ouest, depuis, je pense, la saison 1 dans la Money League, il y a toujours trois formations, une par division de la conférence de l'Ouest, qu'on voit toujours finir 1, 2 et 3, c'est-à-dire Détroit, Calgary et San Jose. Oui. C'est vraiment les trois équipes qui ont souvent aspiré à être leader de division. Et cette année, aucune de ces trois équipes-là, pour l'instant, je dis bien, parce qu'on sait que ne se retrouve là, car dans le cas de Détroit, bon, il est à 7 points cet objectif-là. Et pour les Flames, lui, il est à 9 points. Alors à ce moment-là, c'est quand même relativement proche. Donc les trois équipes qui sont leaders en ce moment se retrouvent tous à égalité avec 86 points. Est-ce que tu crois que ces formations-là seraient prêtes à payer peut-être, sacrifier un peu de jeunesse, étant donné que c'est des clubs en plus qui sont bâtis avec beaucoup de joueurs qui sont encore très jeunes, seraient prêts à sacrifier de la jeunesse pour aller chercher des joueurs aux cotes là, faramineuses permettant peut-être de pouvoir passer des rondes et se rendre jusqu'à la coupe? Ben, dans le cas de Chicago, moi, pour connaître un peu le directeur gérant, il aime bien échanger, alors je pourrais le voir tenter de s'améliorer, d'en profiter, parce que sa division est, selon moi, en tout cas, la plus dure de la conférence de l'Ouest, c'est-à-dire la division centrale, si je ne m'abuse. Alors, oui, la division 4 des 5 formations se retrouvent déjà en série, et la 5e et 9e. Donc, dans son cas, c'est une année, peut-être pas Cendrillon, le mot est fort, mais c'est une année que tu te dois de saisir l'opportunité. Alors, je verrais Chicago tenter de s'améliorer. Dans le cas de Phoenix, c'est un directeur gérant qui regarde ces choses, souvent fait bien les choses, mais ne bouge pas beaucoup. Alors, je ne pense pas. Et dans le cas du Minnesota, encore là, faudrait peut-être pas briser la chimie. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Je pense qu'elle est quand même assez bonne. Oui. Alors, il faut faire attention à ce que-là. Alors, moi, je vois vraiment Chicago peut-être bouger pour le deadline. Et les trois fameuses formations dont on a parlé, qui se retrouvent habituellement au sommet du classement, ce qui est Détroit, Calgary et San Jose, en ce moment se retrouvent 4e, 6e et 10e. Est-ce que tu vois ces formations-là essayer de transiger de manière à pouvoir rester en série et vraiment concrétiser leur place, ou B, dans le cas de San Jose, peut-être essayer de monter vers la 8e position, eux qui sont à 7 points présentement? Bon, en ce qui a trait à Détroit, il a envoyé un courriel aujourd'hui. Il cherche un attaquant capable de jouer sur ses deux premiers trios. On sait Détroit a beaucoup de profondeur en défensive et devant le filet, bon, Kiprusoff, c'est pas piqué des verres. Mais à l'attaque, je sais, pour lui avoir parlé à tous les repêchages, souvent, il lui cherche tout le temps un attaquant de plus. Donc moi je pense que les choix sont disponibles dans son cas. Détroit veut toujours être compétitif, vise toujours la Coupe Stanley et passer bien près de la gagner il y a environ 2 ans, si je ne m'abuse. Oui. Alors dans le cas de Détroit, je le vois aller chercher peut-être un attaquant d'impact. Pour ce qui est maintenant de Calgary, il a fait l'échange qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il a échangé un de ses défenseurs en Brandon Coburn contre Jussi Jokinen. Alors c'est pas nécessairement un rajout en fait d'impact, mais bien un changement de position pour lui. Et San Jose, lui, a annoncé que Sheldon Souray et Ed Jovanovski sont disponibles, qui sont deux bons défenseurs, mais qui, disons-le, surtout dans le cas de Souray, ralentissent. Non? Oui, effectivement, en fait, c'est deux bons défenseurs, mais leurs bonnes années sont derrière eux. Donc lui, il serait plus en mode vendeur. Oui. Et l'équipe qui se trouve juste devant lui, on le connaît bien, c'est Alexandre Fife avec ses Blue Jackets, qui lui se retrouve 9e, mais en ce moment, égalité avec les Ducks au 8e rang. Même s'il a un match de plus de jouer, ce qui le place 9e, lui peut-être pourrait être tenté, on le sait bien, il aime beaucoup transiger, serait peut-être tenté d'aller se renforcer. Ben, pour lui, c'est une situation très intéressante. Moi, je pense qu'il étant 9e dans son cas, Columbus, c'est sa 4e saison qu'il est à la barre de la formation. Et on sait, c'est un excellent directeur gérant qui a été chercher beaucoup de relève. Par contre, il n'a jamais encore participé aux séries. Alors moi, je ne serais pas étonné de le voir peut-être échanger. Il a déjà annoncé son premier choix disponible, son deuxième premier choix, non celui de Colorado, celui de New York. Alors je le vois échanger ce choix-là et peut-être un autre élément, un bon jeune, pour aller chercher un défenseur. Je pense que c'est un défenseur d'impact qui se cherche, mais un attaquant également pour être utile à sa formation. Et dans le cas de Columbus, je pense qu'on se doit de s'améliorer parce que je me mets à la place des partisans, si on veut, Columbus. On veut
avoir à un moment donné une équipe dans les séries. Pas seulement les meilleurs jeunes, mais également des bons joueurs actuels. Donc on veut gravir la marche, là, Exactement. finalement mettre le pied devant pour continuer Oui. d'aller un peu plus loin. Et maintenant, si on récapitule le tout et qu'on fait en fait les deux conférences confondues, qui tu pourrais nous nommer étant des joueurs qui, selon toi, pourraient être disponibles pour cette date butoir des transactions qui arrive dans quelques jours? Ben, c'est ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui se sont affichés, surtout. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas nécessairement un vendeur qui s'est vraiment affiché sur le forum. Alors, ce que je fais, c'est des suppositions, évidemment. J'ai fouillé, j'ai regardé. Il y a des noms mentionnés. On a déjà mentionné Marc Savard, Oui. excellente cote. Ed Jovanovski, Sheldon Souray, de très belles cotes. J'ai nommé Ron Hemsey également en défensive. Je sais que pour Washington, on a Owen Nolan et peut-être Robert Scuderi qui va avoir encore d'excellentes cotes l'année prochaine. Ce genre de joueur-là. Mais sinon, moi, ce que je conseille aux directeurs gérants pour cette année, c'est fouiller, envoyer des courriels, parce que cette année, il n'y a pas eu grand-chose à annoncer. J'aimerais bien nommer d'autres noms au hasard, mais je veux dire, ça ne serait que... proposer quelque chose, des noms comme ça. Mais moi, je pense qu'il y a des noms disponibles actuellement. Je pense à un directeur gérant comme Toronto qui a des bons éléments, mais qui, bon, ces temps-ci, semble être un peu absent. Mais dans son cas, peut-être aurait-il un vétéran ou deux. Alors vraiment, aux directeurs gérants, ils se doivent de mieux s'informer peut-être, parce que cette année, l'information, malheureusement, n'est peut-être pas là. Oui, alors si on conclut en fait cette section deadline en parlant peut-être devant le filet, est-ce qu'il y a des éléments que tu vois pourraient bouger? Est-ce qu'il y a des équipes qui cherchent ardemment là, un gardien de but là, numéro 1? C'est extrêmement difficile cette année pour le marché des gardiens de but parce que avec le simulateur et surtout les ajustements qu'on a fait, on sait, ça a beaucoup chialé. Le gardien numéro 1 garde 95%, voire 100% de toutes les parties. Alors là, le marché, c'est vraiment pas comme c'était. Parce qu'on sait, le marché des gardiens de but, la position la plus importante qu'il n'y a pas au hockey, bizarrement, c'est souvent ce qui vaut le moins. Hein? Oui. Donc on comprend pas. Et normalement, lorsque ton gardien de but numéro 2 garde une vingtaine de parties, là, il y a un marché qui s'ouvre pour les gardiens. Mais maintenant, c'est un marché qui est complètement fermé selon moi, parce que ça fait en sorte que si tu aimes ton gardien de but, tu es bien avec, il n'y a pas de problème. Si tu ne l'aimes pas, mais les autres équipes ne vont pas nécessairement t'en échanger un parce qu'ils n'ont un qu'ils font jouer tout le temps. Alors c'est là que ça vient tout bloquer. Alors l'année prochaine, sûrement on va changer peut-être pas ce règlement-là, mais disons le simulateur en conséquence. Oui, et surtout qu'on remarque bien que la tangente qu'on retrouve dans la LNH, par rapport, on en parle tout le temps, les dernières équipes à s'être rendues en finale de la Coupe Stanley, bon, les Flyers avec Layton, l'an passé, Chicago Niemi. avec Niemi, sont des équipes qui sont retrouvées avec des gardiens de but numéro 1 qui n'étaient pas établis, ne sont pas des noms, ne sont pas des super vedettes devant le filet. Et cette année, bizarrement, dans la Money League, les gardiens de but performent, peu importe leur nom. Des gardiens de but qui ne sont absolument pas des vedettes gardent les buts pour 939, Alors, ça fait en sorte que 935, tandis que les gros noms ont quand même des bonnes saisons à 925, mais ça fait en sorte que presque tous les gardiens de but gardent les buts de façon pratiquement hallucinante. Est-ce que ça vient saturer un petit peu le marché? Il n'y a pas de doute, je regarde Phoenix qui est deuxième actuellement dans l'Ouest, en grande partie, pourquoi? Pour son gardien de but, Josh Harding. Josh Harding, qui était autrefois un excellent prospect en tant que gardien de but. On le voyait comme vraiment le gardien de but d'avenir au Minnesota. Maintenant, il est devenu un numéro 2 de qualité et cette année blessé à l'NH. Garde le filet, il a une moyenne de but alloué de 2,03 et 936 d'efficacité. C'est complètement hallucinant. Comme et en 55 matchs. En 55 matchs, l'autre gardien, Tero Niittymaki, a gardé seulement que 9 parties. Alors, et déjà 9 parties, moi je suis convaincu que Phoenix doit être dans les équipes qui fait garder le plus souvent son gardien de but numéro 1. La majorité des équipes vont avoir fait jouer leur gardien de but numéro 1 pratiquement toutes les parties. Donc c'est sûr que ça vient saturer un petit peu le marché des gardiens de but numéro 1, ce qui fait qu'on s'attend peut-être à un petit peu moins de mouvement au niveau entre les deux poteaux là, dans la Money League cette année. Alors, c'est ce qui conclut notre bloc sur le deadline. On vous souhaite une très bonne date limite des transactions. Restez bien à votre écran parce que dans quelques instants arrive un bloc sur les changements qui vont arriver dans la Money League. On le sait bien, ça a bougé énormément dans la dernière saison. Beaucoup de choses se sont brassées. On voudrait en fait pouvoir remettre quelques pendules à l'heure avec quelques annonces. Restez là.